de tous les Maliens, soucieux du devenir. Elle mobilise l'énergie de nos voisins et de nos partenaires techniques et financiers. La stabilisation politico-institutionnelle du Mali passe par la résolution des problèmes du Nord. Depuis sa mise en place, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à renforcer la confiance entre les Maliens et faciliter le dialogue inter- et intercommunautaire. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a une fois de plus tendu une main amicale aux groupes armés dans le cadre du retour définitif de la paix. Ensemble, tous unis, comme les 5 doigts de la main, nous devons emprunter le chemin de la renaissance. Cela ne s'est jamais fait nulle part sans sacrifice de tous ordres, et nous ne ferons pas exception. À ceux qui ont pris les armes, je tends encore une fois la main, afin qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de paix et de réconciliation. Travaillons à faire en sorte de bannir les armes pour toujours de notre commerce social. Le dialogue est supérieur au fracas des armes, car il fait appel à l'intelligence et au courage de l'homme. Saisissons la chance de nous écouter, de nous comprendre, afin d'être en mesure de faire face aux défis que l'histoire nous impose. Il va falloir refonder l'État, dira en substance le chef de l'État, en repensant la décentralisation. La régionalisation tiendra une place de choix dans cette refondation. Faisant de la région le point nodal du développement économique qui tienne compte des réalités locales, tout en restant arrimé à l'âme nationale. La régionalisation favorisera l'harmonie dans la cité. Elle permettra de mieux prendre en charge l'aspiration fondamentale des citoyens à un mieux-être collectif, valorisant les cultures du terroir. Elle renforcera la solidarité entre les habitants d'une même région et entre celle-ci et la collectivité nationale. Ensuite, nous corrigerons les inégalités découlant du dénuement physico-économique à travers la mise en œuvre du plan de développement accéléré des régions du Nord. Je tiens à préciser encore une fois qu'il serait regrettable de croire que l'engagement à relever le défi du développement du Nord soit synonyme de privilège et d'abandon du reste du pays. Sûrement pas. Tout le monde sera l'objet de notre soin le plus résolu. Ibrahim Boubacar Keïta a salué la présence à ces assises de toutes les sensibilités des experts et des représentants de la société civile. Il a également rendu un hommage mérité à la communauté internationale pour son soutien au Mali. La MINUSMA a été remerciée pour son appui logistique à l'organisation de ces assises. Et nous vous proposerons après ce journal l'intégralité de la cérémonie d'ouverture des assises nationales sur le Nord. Les représentants des différentes composantes communautaires du Mali prennent part aux assises nationales sur le Nord, une rencontre à laquelle nos compatriotes attendent beaucoup pour sortir le pays de la crise. Bourama Traoré. Unité dans la diversité, voilà ce qui a toujours fait la force et la beauté du Mali. Va-t-on remettre en cause cette valeur de notre société? Point du tout. C'est donc un Mali pluriel mais uni qui s'est réuni pour parler de la paix et de la réconciliation nationale. Aux assises nationales sur le Nord sont présentes toutes les composantes communautaires du pays. Un rendez-vous important pour trouver une solution à la crise du Nord par le dialogue. Le MA, de manière générale, a préparé ces assises parce que c'est dans son intérêt de participer à la vie politique, économique, administrative et sociale de son pays. Et c'est pourquoi nous sommes largement représentés pour que nous soyons positifs au débat et que ce soit une rencontre constructive. J'espère que cette assise nous montre aujourd'hui qu'on doit se retrouver. Touareg, Arabes, Sorai, Peul, Bozo, Bamana, pour se parler franc, les yeux dans les yeux, une fois pour toutes, pour qu'on tourne cette page et qu'on va dans le cadre de développement. Nous, particulièrement qui sommes de Kidal, on attend de ces assises beaucoup de choses. On souhaite vraiment qu'il y ait
la paix au nord, particulièrement à Kidal. Si vraiment c'est cette question qui épuise qu'on est en train de gérer à Kidal, que ces assises vont amener une réponse. On veut seulement la paix, surtout nous les femmes. Sans la paix, rien ne marche. On est tous la même. Noir et blanc, on est tous la même. Il faut que la paix revienne au Mali. Aux assises nationales sur le Nord, un point fait l'unanimité. Sans la stabilité et l'entente, tout projet de développement est voué à l'échec. C'est dire que les Maliens ont l'obligation de regarder dans la même direction et de parler le même langage pour sortir le Mali de l'imbroglio politico-sécuritaire. Je suis de cœur avec le Mali, uni, un peuple, un but, une foi. Et je suis venu d'ailleurs pour que vraiment nous allons essayer de donner notre contribution pour que la paix puisse revenir dans notre pays, qui nous coûte vraiment très cher. Et je veux dire aussi que pour qu'il y ait une paix définitive, il faut vraiment que justice soit rendue de part et d'autre. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Que les Touaregs, les Arabes, les Sorais, les Peuls, on est condamnés à vivre ensemble. Cela veut dire, même si cette génération se tue entre nous, nos petits-enfants vont se retrouver pour se parler et trouver la solution pour se développer ensemble. J'attends que tous les Maliens s'inscrivent dans la logique de la réconciliation, la logique de la cohésion sociale, la logique de l'unité malienne, pour que tous ensemble on construise un Mali fort. Les attentes aujourd'hui pour ces assises, c'est le retour de la paix dans notre pays. Et je crois que tous les Maliens aujourd'hui aspirent à la paix, à la tranquillité. Et nous, les Kidalois et Kidaloises, nous aspirons à la paix, à la tranquillité. Et je crois qu'avec ces assises, la paix reviendra à Kidal. Un retour définitif de la paix au Mali, voilà à quoi se résument les attentes des participants aux assises nationales sur le Nord. Qui s'ajoute au dialogue et à la réconciliation, avant de préciser que cette réconciliation se fera sur la base de la vérité et de la justice. Son homologue du plan et de la prospective a expliqué le programme de développement accéléré des 3 régions du Nord, à travers ses objectifs et ses axes d'intervention stratégiques. Il y en a 5. Le retour de l'administration de la sécurité et la cohésion sociale représente 8,4% du financement du programme. L'axe 2, développement rural, sécurité alimentaire et l'environnement, représente 22,5%. Le relèvement économique, la promotion des emplois, 14,23%. Et l'accès des populations aux services sociaux de base représente 17%. Le développement des infrastructures et l'investissement privé direct représente 37%. Tout est clairement expliqué. Se satisfont d'ailleurs les participants qui préviennent toutefois que les actions de développement annoncées ne doivent pas servir à financer plutôt des intérêts personnels. Encore une manifestation de la crise de confiance qui s'est instaurée en un moment donné entre les dirigeants et les dirigés. Restons au CICB, le cinéma comme facteur essentiel pour parvenir à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le cinéaste Salif Traoré explique comment cela est possible. Il est interrogé par Lamine Tchekoura Koulibaly. Le cinéma peut permettre à ce que l'on se connaisse. Parce que la plus grosse difficulté dans la réconciliation, c'est d'abord apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir. Or, le cinéma, c'est un fort moyen de pouvoir se découvrir, de se connaître. Donc, je pense qu'en utilisant l'image de l'un et de l'autre, on arriverait quand même à une... Alors, vous faisiez allusion tout à l'heure au turban. Je fais allusion au turban, c'est que les gens du Sud doivent découvrir, doivent savoir ce que c'est que le turban bleu. Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ça signifie les tresses? Et que ceux du Nord aussi sachent qu'est-ce que c'est que les symboles de la tresse Kassongué. Et qu'est-ce que c'est aussi le pagne noir ou le pagne qu'une nouvelle mariée porte. Donc tout ça, c'est des symboles qui permettent de rapprocher les communautés. Et ça, c'est très très important pour moi. Et aussi, je vais plus loin en disant qu'il faut permettre aux cinéastes de filmer, de beaucoup filmer dans cette nation, parce que tout ce qu'on voit de ce pays vient de l'extérieur.
Et ça devient souvent une déformation. Et la plupart des cas, on ne se reconnaît pas. Je peux donner un exemple tout à l'heure. Quand ils ont coupé les mains, les premières images que les gens ont vues, et certains ont osé dire, ça c'est pas chez nous, c'est des images qui viennent d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. Et c'est une vérité crue. Et c'est seulement l'image qui pourra rapporter ça. Alors, le président de la République, dans son discours, a parlé d'un nouveau contrat social au Mali. Et si vous devrez scénariser ce contrat social, quels en seraient les éléments fondamentaux? Les éléments fondamentaux pour moi, ça serait d'abord cette culture profonde. C'est que l'être. L'être, c'est que c'est que l'être. Qu'est-ce que c'est que l'environnement d'abord sur lequel cette population du Nord vit. Et ce que sera aussi la possibilité de montrer l'environnement sur lequel les Sudistes vivent. Parce que c'est à travers cette symbiose que l'on pourra faire l'interconnexion. L'on pourra apprendre, signer un autre pacte. Parce que là, le Kassonké liera un pacte à nouveau avec le Soninké, et le Soninké qui va lier un nouveau pacte avec le Soraï, et le Soraï qui va lier pacte avec le Touareg, et l'arabe, ainsi de suite. C'est ça la diversité. Est-ce qu'on peut dire que les artistes, les cinéastes de façon générale, ont évolué en marge des préoccupations de ce pays? Parce qu'il y a une question d'unité nationale. Oui, si les cinéastes ont évolué. Je peux citer le cas de Suleiman Sissé qui a organisé des projections ici, qui ont amené des films qui traitent de la crise. Et je crois qu'à un moment... Mais il fallait anticiper. Oui, il fallait anticiper. Mais les moyens manquent. Les moyens manquent pour les cinéastes. Suleiman Sissé, il a eu cette volonté de le faire. Mais malheureusement, ça ne pouvait pas avoir une large diffusion, faute de salles et faute de moyens. Mais il a pu faire quand même cette projection qui a permis à une certaine population, qui a permis même aux étudiants de voir comment ces genres de crises ont été traités ailleurs. Et ce qui est très très important. Après l'ouverture des assises nationales, le président de la République a accordé des audiences à Koulouba. Ibrahim Boubacar Keïta a successivement reçu la procureure générale de la CPI, le ministre français délégué chargé des anciens combattants et une délégation des représentants des organisations internationales au Mali. Au centre des échanges, la défense et la promotion des droits de l'homme et la visite du secrétaire général de l'ONU au Sahel. Compte rendu à Gali Agissa. La procureure générale de la Cour pénale internationale est la première personnalité reçue par le président de la République. Fatou Bensouda a salué les efforts déployés par notre pays dans la consolidation de la paix et la défense des droits de l'homme. Je suis à Bamako. C'est un exercice de mise à niveau en termes d'informations collectées sur le terrain, avec à commencer le président de la République et les ministres du gouvernement avec lesquels nous avons une interaction dans le cadre de notre travail. En janvier de cette année, janvier 2013, nous avons effectivement déclaré l'ouverture d'enquête sur la situation au Mali. Et le tribunal pénal international a ses enquêteurs déjà sur le terrain en train de travailler en ce sens. Kader Arif, ministre français délégué chargé des anciens combattants, est venu revisiter l'histoire commune de nos deux pays. Il a salué l'engagement des hautes autorités du pays pour l'ancrage de la démocratie au Mali. Nous avons évoqué aussi cette mémoire plus ancienne, plus longue, qui est la mémoire de ce qu'a été l'engagement en particulier des soldats maliens, sous le vocable de tirailleurs sénégalais, de soldats maliens engagés pendant le premier conflit mondial et le deuxième conflit mondial, et que dans ce cycle mémoriel, cette appartenance à une mémoire collective, il n'y peut pas y avoir de sécurité sans développement, il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité, et donc nous passons, mais là les élections maliennes, législatives, dont nous souhaitons que se déroulent au mieux. En guise de reconnaissance au peuple malien pour sa contribution à la libération de la France, le ministre a remis au président un tableau à la mémoire de Nkouma Keïta, un héros de la Grande Guerre de 1914-1918. Le président a également rencontré les représentants des organisations internationales au Mali, en l'occurrence l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO. Et nous sommes venus
à écouter le président pour assurer que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le président de l'Union africaine, le président de la Commission, Madame Zuma, les hauts représentants de CEDEAO de l'Union européenne sont bien informés et peuvent aider le Mali dans une étape qui sera difficile. Il y a beaucoup encore à surmonter, mais aussi assurer qu'il y a un accompagnement sans discrimination de personne, de aucun groupe, avec l'inclusion de tout le monde, avec la volonté de rien imposer, mais vraiment d'accompagner la Malienne. Le secrétaire général est accompagné de la présidente de l'Union africaine, le représentant spécial au Sahel. Parlons à présent des législatives du 24 novembre prochain. La liste des candidats est connue depuis hier. La Cour constitutionnelle a donc proclamé la liste définitive. Un peu plus de 400 listes de candidatures pour 147 sièges à l'Assemblée nationale. Les requêtes en annulation auront été trop nombreuses et nombreuses ont été celles qui ont été rejetées. Tchessera Dambeli. Au départ, il y avait 428 listes, soit plus de 1000 candidats à briguer le poste de député à l'Assemblée nationale qui compte 147 sièges. Dans la liste définitive proclamée ce jeudi par la Cour constitutionnelle, on compte 409 listes pour l'ensemble du territoire national. Les postulants s'y sont pris soit sous la bannière de partis politiques, de groupements de partis ou en indépendants. Première leçon à tirer, trop de requêtes en annulation, comme l'a reconnu un haut cadre du département de l'administration territoriale. Près d'une soixantaine et certaines d'entre elles n'en valaient visiblement pas la peine. La Cour constitutionnelle a fait par exemple comprendre que l'état civil ne se change pas au gré des circonstances en réponse à une requête pour modification de prénom en vue d'éviter une confusion entre homonymes. Mais ce qui aura le plus retenu l'attention, c'est le développement du nomadisme politique. Si ce n'est aussi une preuve de l'ignorance des textes, nombreux sont les élus locaux qui ont tenté de briguer le suffrage de leurs concitoyens sous la bannière d'autres partis politiques sans avoir au préalable démissionné de leurs fonctions ou de leur parti. Ces manœuvres ont conduit à l'invalidation des candidatures dans les circonscriptions électorales de Dioula, de Barouli, pour ne citer que ces exemples. Un candidat à la toute dernière élection du président de la République pour s'être présenté sous la bannière d'un autre parti sans avoir démissionné d'abord, a contribué à faire invalider la liste Yelema Sira RPDM Sadi PACP dans la circonscription électorale de Kati. Pour la Cour constitutionnelle, si les simples citoyens ont la liberté de se présenter aux élections sous la forme qu'ils désirent, il n'en est pas de même des élus communaux de partis politiques qui n'ont pas démissionné de leurs fonctions, surtout s'ils se présentent à l'élection des députés contre des candidats de leur parti, et cela dans des circonscriptions où ils sont encore investis de mandats politiques. Mais ceux qui avaient au préalable démissionné de leur parti et qui ont apporté la preuve avant de se présenter sous les couleurs d'un autre parti, comme ce candidat de la liste RPM APR Adema PAJ dans la circonscription électorale de Mopti, ont vu leur candidature validée. Par ailleurs, la requête en annulation de la candidature à la députation de Maître Demba Traoré au motif qu'il a été ministre sous la transition a été rejetée. La feuille de route signée entre le Mali et la CEDEAO qui est invoquée ne peut faire échec au droit d'éligibilité qu'un citoyen tire de la Constitution selon la Cour constitutionnelle. Par son arrêté, la Cour a assis aussi l'autorité des directions de partis politiques. Une liste RPM sur laquelle figurait un député ayant à son compte 2 mandats a été invalidée dans la circonscription électorale de Ténenkou. Ici, la direction du parti avait soutenu une autre liste. Pour la Cour constitutionnelle, les candidats restent, je cite, soumis aux dispositions impératives de l'article 68 de la loi électorale. Les candidats sont déjà fixés sur leur sort. Ils ont devant eux 3 semaines de campagne électorale, du moins 3 semaines officiellement. Voilà, le premier tour des législatives, c'est pour le 24 novembre. Et pour faire le scrutin, le ministre de l'administration territoriale, le général Moussa Sinko Koulibaly, a rencontré hier les représentants des partis politiques. C'était pour faire le point des préparatifs des législatives prochaines et de recueillir les inquiétudes des partis politiques. Nando Dambeli.
Les élections législatives 2013 se tiendront dans 3 semaines pour le premier tour et le 15 décembre pour le second tour. Déjà, les acteurs impliqués dans et concernés par le processus sont à pied d'œuvre pour faire de ces scrutins une véritable réussite à l'instar de la dernière présidentielle. C'est dans cette optique que s'est tenue cette réunion du cadre de concertation entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques. Je pense que nous pouvons leur faire confiance. Ils ont promis de continuer sur la lancée. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Le ministère de l'administration territoriale, chargé de l'organisation des élections, a fait le point de l'état d'avancement des préparatifs des scrutins. Nous sommes à quelques semaines des élections législatives. Il était important qu'on se rencontre, qu'on fasse le point des préparatifs des législatives. Ensuite, expliquer les dispositions particulières qui ont été mises en place afin d'améliorer notre processus électoral, expliquer ça aux partis politiques pour leur permettre à leur tour de mieux sensibiliser, mieux mobiliser les électeurs, parce que l'un des objectifs majeurs, c'est faire en sorte qu'on ait un bon taux de participation, c'est-à-dire améliorer le taux qu'on a eu à l'élection présidentielle. Déclinées en 8 points essentiels, les dispositions prises concernent entre autres les grandes dates du chronogramme des élections, les opérations spéciales de transfert, le fichier électoral, l'acquisition du matériel électoral, la formation des agents électoraux, l'éducation civique électorale et la sécurisation des opérations. Ce qu'on a fait déjà est quelque chose de très bon. Et si on arrive à reproduire ça, je pense que ce sera déjà pas mal. Mais nous voulons, et à tous les niveaux, essayer d'améliorer le travail qui a été fait. En fait, ces inquiétudes, c'est tout simplement comment améliorer le processus. En chiffres, ces législatives vont conduire aux urnes plus de 6 millions d'électeurs qui vont choisir 147 députés sur 417 listes. Au total, 121 375 agents électoraux formés par 65 experts nationaux vont conduire les opérations. Et dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 24 novembre, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État convie en réunion les candidats en lice ou leurs représentants, les représentants du ministre de l'administration territoriale et de la CENI, demain samedi 2 novembre à 9h. La réunion initialement prévue au siège de l'organe aura lieu à la Maison de la Presse. L'ordre du jour porte sur la répartition du temps d'antenne pour les candidats et tirage au sort de l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages de campagne. La présence de tous est vivement souhaitée. Les élections législatives se préparent partout dans le pays. Dans le cercle de Tombouctou, par exemple, les différentes commissions administratives sont à l'œuvre. Elles ont reçu la visite des autorités venues se rendre compte de leurs conditions de travail. Adama Dimde. Cette supervision locale de l'opération spéciale de transfert et radiation a commencé par la commission administrative de la commune de Alafia. 595 transferts y ont été effectués. Ici comme ailleurs, les citoyens ne se bousculent pas. Sur le terrain, les difficultés auxquelles sont confrontés les agents sont liées à la motivation. La difficulté majeure, c'est vraiment la motivation des agents. Lorsque l'on travaille vraiment, il est bon d'être vite motivé pour pouvoir avoir l'esprit un peu tranquille pour travailler. Chaque année, l'État fait face à ces prises en charge des différentes commissions. Et je suis convaincu que c'est une opération qui ne tardera pas à venir, mais qui serait payée et tous les membres de la commission vont bénéficier. Monsieur Ould Salem est originaire du site de Hamzabina Ber. Il se dit déterminé à jouir de son droit de vote. Je suis venu ici auprès de la commission pour faire la radiation des personnes qui sont décédées et en même temps aussi tous les électeurs qui étaient dans le camp des réfugiés qui sont venus sur le site, je suis venu aussi pour faire les transferts aussi afin qu'ils puissent voter sur le site de Hassidine. Les sous-préfets de Ber, Salam, Alafia, Lafia et Tombouctou sont constamment à la tâche pour les derniers réglages. Dans le cercle de Tombouctou, 1791 transferts y ont été faits. L'opération a réussi grâce en partie à l'appui des 5 agents de la DGE. À Tombouctou, 7 candidats dont une femme
sont dans la course pour un poste. Retour à Bamako, le président du Haut Conseil des collectivités informe les honorables conseillers nationaux, les invités et la presse publique et privée que la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2013 de l'institution aura lieu le lundi 4 novembre à son siège ex-prémature, mise en place terminée à 15h30. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a eu aujourd'hui une séance de travail avec son homologue français. Les deux ministres ont naturellement évoqué les derniers développements de la situation militaire au Mali afin de dégager des perspectives. Mohamed Diarra. Journée marathon pour le ministre français chargé des anciens combattants. La journée commence par une séance de travail avec le ministre de la Défense et des anciens combattants. Les deux personnalités ont discuté des perspectives visant à asseoir des bases solides au profit des deux armées sœurs. Nous sommes revenus sur le fait que nous avons des relations de solidarité, de fraternité d'armes pour ce qui nous concerne. Et nous essayons d'inscrire ces relations dans de nouvelles perspectives, notamment sur le plan militaire pour prolonger l'action que la France a eue dans le cadre de ce que vous savez par rapport au Nord, mais faire en sorte que cette action puisse se poursuivre sur des bases bilatérales plus fortes et s'inscrire en même temps dans une